Je vais juste me présenter tout d'abord. Je m'appelle Aurélia Leroux, je suis, maître de conférence, en médecine interne et néonatologie équine à Oniris, à l'école vétérinaire de Nantes et donc j'ai, été invitée par l'IFCE pour parler de la rhodococose chez le poulain, qui est une maladie bactérienne qui peut, être mortelle et donc je vais vous expliquer comment on peut l'identifier et la gérer et cela sur base d'un, cas clinique. Tout d'abord, je vais juste vous rappeler rapidement ce qu'est la rhodococose. Donc, c'est une affection bactérienne qui est fréquente chez le poulain et elle va toucher les poulains âgés de 3 semaines à 6 mois. Elle est causée par la bactérie qui s'appelle Rhodococcus equi et qui a, des particularités, spécifiques pour cette bactérie puisque, elle est intracellulaire. Donc c'est-à-dire qu'elle va dans les cellules qui sont en fait des cellules immunitaires, les macrophages et elle va se multiplier dans la cellule. Donc elle va être plus difficile à atteindre avec des antibiotiques, habituels. On va avoir aussi de nombreuses souches qui peuvent être pathogènes ou non, c'est-à-dire qu'on peut avoir des poulains qui vont, être, infectés par une bactérie, mais qui vont pas présenter de symptômes parce que la souche bactérienne est peu pathogène et le gros problème aussi, c'est que ces bactéries sont ubiquitaires. Ça veut dire qu'elles sont dans le milieu environnant. À partir du moment où elles vont, être, inséminées dans le milieu, elles vont pouvoir vivre dans la terre et dans les poussières, elles vont être présentes dans le sol, dans les pâtures et elles vont être également, excrétées par les chevaux adultes dans les crottins qui, eux, seront porteurs de la bactérie, mais ne présenteront pas de symptômes. Donc par exemple, quand on a des milieux poussiéreux comme ici, comme vous le voyez sur cette photo-là, on peut avoir des bactéries, qui sont associées à ces poussières. Pour cette présentation, je vais partir d'un cas clinique et on va avoir 2 grandes parties. D'abord, comment on va diagnostiquer, cette maladie, donc faire un petit bilan des symptômes observés chez les poulains et quels tests on peut faire pour le diagnostiquer avec l'aide du vétérinaire. Et puis après une deuxième partie qui, va, présenter les, différents traitements possibles et les mesures de prévention qu'on peut effectuer pour limiter, cette infection. Tout d'abord, nous allons parler, des, symptômes et du diagnostic de cette maladie à partir d'un cas clinique et on va, parler d'un élevage de sel français destiné à faire du saut d'obstacle et donc l'éleveur ici possède 15 couples de juments poulains avec des poulains qui sont âgés de 1 à 4 mois. Il a également 5 autres juments qui sont pleines en fin de gestation, mais qui sont dans un autre bâtiment et qui ont des, paddocks qui sont propres à ces juments-là. Et enfin, il a une troisième écurie plus lointaine où il a quelques chevaux de sport, qui, vont, être utilisés pour du CSO. Son problème, c'est que parmi le groupe jument-poulain, il a 5 poulains qui toussent et qui ont l'air fatigués, qui sont un petit peu moins vifs que les autres et il a en particulier un poulain qui présente de la diarrhée. Et donc il a, un très bon réflexe puisqu'il va isoler le poulain en diarrhée des autres poulains et puis il va téléphoner au vétérinaire pour que le vétérinaire vienne, examiner, les poulains qui toussent et le poulain en diarrhée. Quand le vétérinaire arrive, elle va examiner, tous les poulains, qui présentent des signes respiratoires et les 5 poulains qui toussent semblent effectivement un peu abattus, donc ils sont un petit peu moins vifs que les autres et il y en a quand même 3 qui présentent un léger retard de croissance. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus petits pour la même gamme d'âge que les autres poulains qui ont le même âge. Et parmi les 3 qui sont un peu plus petits, il y en a 2 qui présentent de la fièvre avec une température supérieure à 39, température rectale, hein, supérieure à 39 °C et ils présentent également de la dyspnée. Alors la dyspnée, c'est, des signes respiratoires, c'est-à-dire une respiration forcée, des difficultés respiratoires qui vont ressembler, aux mêmes signes qu'on a quand on a des chevaux qui font des crises d'asthme, donc qui font des crises d'emphysème. Donc on a vraiment une poussée, une respiration qui est forte. Le vétérinaire réalise une auscultation pulmonaire qui est anormale puisqu'on a des bruits surajoutés avec des crépitements. Donc les crépitements, ça veut dire qu'il y a du liquide, au niveau des poumons et on a également des zones silencieuses alors que normalement chez un poulain, on doit pouvoir entendre le souffle en fait. On doit avoir, un souffle respiratoire qui est audible partout.
Concernant le poulet en diarrhée qui est en isolement, bah, vous pouvez voir ses fesses ici. Donc, il est de très petite taille et très maigre. Donc vous pouvez voir ici qu'il est très maigre, hein. On a les fesses qui sont très creusées, les cuisses creusées. Il a de la fièvre avec une température supérieure à 39, degrés, hein, on est à 39,5. De la diarrhée liquide profuse avec les fesses qui sont toutes mouillées, la queue qui est toute mouillée aussi. À l'auscultation pulmonaire, on a également des zones silencieuses, tandis qu'à l'auscultation abdominale, on va avoir des bruits digestifs augmentés qui ont l'air liquidiens, ce qui correspond, hein, à la diarrhée liquide, qui est très importante. Suite à cet examen, le vétérinaire propose pour les poulains qui toussent déjà de faire une imagerie du thorax et en particulier une échographie, voire même de faire un screening de tous les poulains pour les éventuelles lésions thoraciques et pulmonaires. Et pour le poulain diarrhéique, faire d'autres examens puisqu'il est plus sévèrement atteint et là pour le coup son pronostic vital est engagé. Donc faire une analyse de sang, une analyse de fécès pour exclure les maladies infectieuses qui provoquent de la diarrhée et une imagerie thoracique et abdominale, donc faire des échographies du thorax et de l'abdomen. Concernant l'échographie thoracique, donc une échographie thoracique a été faite sur les 15 poulains du groupe d'âge, donc tous les poulains entre 1 et 4 mois. Et donc voilà les images. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Cette portion-là, c'est du poumon normal, donc il faut bien voir que le poumon, c'est plein d'air et les ultrasons qu'on a avec la machine d'échographie ici ne passent pas dans l'air et donc ce qu'on va avoir, c'est une ligne hyperéchogène qui est la surface aérique du poumon, suivie d'artefacts de réverbération, donc des lignes parallèles, hyperéchogènes. Donc ça, c'est une partie du poumon normal. Mais comme vous pouvez le voir, on a également des zones anormales ici, des zones rondes. Donc là, on en a une petite, hein, bien ronde, qui fait environ 1,5 centimètre. Et ici, on a une grosse lésion qui fait à peu près 3 centimètres sur 2. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas uniquement les 6 poulains qui sont malades, donc c'est-à-dire les 5 poulains avec des problèmes respiratoires et le poulain en diarrhée qui avait des problèmes à l'échographie, mais on avait aussi 6 des poulains en bonne santé qui avaient des lésions. Et en fait, ces lésions qui sont rondes, ce sont des lésions d'abcès pulmonaires, donc des consolidations au niveau des poumons, qui correspondent à des abcès. Donc sur les 15 poulains, on a 12 poulains qui présentent des abcès pulmonaires. Donc on a fait une radiographie thoracique sur un des poulains avec de la toux et de la fièvre, car les lésions échographiques, il y en avait, mais elles étaient faibles, en quantité et donc on s'est demandé si on ne ratait pas quelque chose. Donc il y a eu une radiographie qui a été faite, qui est assez facile à faire et qui peut être faite sur le terrain avec, des appareils, portables, qu'on utilise classiquement pour tout ce qui est boiterie, chez le cheval. Donc je vous ai mis une image de référence pour un poulain, du même âge ici. Et là, bon, ici, on voit le cœur, chez le poulain normal. Ici, on voit la trachée. Ici, on voit l'aorte. Et donc, vous voyez ici qu'on peut deviner un peu l'aorte. On voit pas du tout le cœur. Et vous avez des espèces de gros nuages blancs sur cette image. Et en fait, tous ces nuages, ces masses ici, qu'on voit ici entourées en rouge, ce sont des abcès. Donc, on avait en fait beaucoup d'abcès, mais ils étaient en profondeur et on les voyait pas à l'échographie. Parce que l'échographie, elle permet vraiment de voir uniquement la surface du poumon. Donc ce poulain, finalement, il avait beaucoup d'abcès pulmonaires aussi, ce qui explique ces signes cliniques. Enfin, pour le poulain en diarrhée, on a fait une échographie abdominale et cette échographie abdominale a montré également des anomalies qu'on voit sur ces images-là. Donc ici, on a le foie et ici, ça c'est le côlon, donc une portion du côlon du côté droit et toute cette, portion-là qui est délimitée entre les 2 lignes blanches, c'est la paroi du côlon. Normalement, la paroi du côlon, elle est quasiment pas visible à l'échographie, elle fait moins de 3 millimètres. Et vous voyez ici qu'on est, autour des 3 centimètres d'épaisseur, donc c'est totalement anormal. La deuxième chose qu'on avait, c'était une masse abdominale qui est ici, entourée au niveau du rond blanc, donc c'est plus difficile à observer sur une image qui est fixe, mais donc on avait aussi une masse en ventrale, masse abdominale qui correspond probablement à, un abcès.
Enfin, on a fait des analyses de sang sur le poulain en diarrhée et les 2 poulains qui avaient de la toux et de la fièvre et ils avaient, tous les 3 un processus inflammatoire ou infectieux, probablement infectieux dans le cas présent, mais qui est non spécifique. Donc, c'est des grosses anomalies, mais non spécifiques, mais qu'on observe, classiquement, lorsqu'on a ce type de maladie. Pour le poulain en diarrhée, je vous avais dit qu'on avait fait des analyses de matière fécale, donc qui étaient négatives pour toutes les causes parasitaires et pour les causes infectieuses de diarrhée, en particulier les salmonelles et les clostridies. Et donc, suite à tous ces résultats, de, screening et de premiers, examens, le vétérinaire suspecte fortement une rhodococose dans l'élevage qui n'en avait pas avant, car les symptômes et les examens complémentaires sont vraiment compatibles avec la maladie. Par contre, comme on n'avait pas de présence de rhodococose dans cet élevage auparavant, on a besoin d'une confirmation diagnostique. Donc comment on va diagnostiquer la rhodococose? Donc on peut, d'abord il faut un prélèvement. Donc, le prélèvement le plus recommandé et qui est la technique de choix, ça va être le lavage trachéal, c'est-à-dire récupérer, un échantillon, provenant de la trachée. Il y a plusieurs techniques, on peut le faire à l'aveugle. À ce moment-là, on fait un petit trou dans la trachée, on va injecter du liquide, physiologique stérile dans la trachée et puis après avec un petit cathéter, on va le récupérer une partie. Ou alors on peut le faire par voie endoscopique comme on peut le voir ici sur cette image où là on va mettre un petit scope, en fait c'est un petit tuyau, avec une caméra. On va injecter du liquide physiologique dans le canal de l'endoscope et le récupérer, là on va le voir, donc on va pouvoir le récupérer en entier pour l'envoyer après au laboratoire. On peut faire d'autres prélèvements, par exemple des liquides de ponction d'abcès. Si on a un gros abcès qui est visible à l'échographie, on peut le faire de façon éco-guidée, faire une ponction dans l'abcès. On peut essayer de faire dans les ganglions mésentériques, ça c'est les ganglions lymphatiques qui sont au niveau abdominal, c'est pareil, s'ils sont visibles, on peut le faire de façon éco-guidée et puis d'autres liquides comme par exemple les liquides de ponction articulaire parce qu'on verra après, il y a d'autres formes aussi de rhodococose. Et tous ces, prélèvements-là, on peut les envoyer en laboratoire pour faire des recherches par culture bactérienne de la bactérie et pour faire des recherches d'ADN par PCR. Je vous recommande donc pour, s'il y a des vétérinaires ou, s'il y a des éleveurs qui sont intéressés, on peut faire une déclaration au RESP qui, va prendre à ce moment-là en charge 50 des coûts d'analyse si on déclare le cas. Pour, cet élevage-là, on avait fait les prélèvements pour 2 poulains, le poulain qui avait la diarrhée et qui avait aussi des abcès pulmonaires et le poulain qui avait des abcès pulmonaires à la radio et qu'on avait quelques-uns à l'écho, mais pas énormément. Et donc sur ces 2 poulains et la culture et la recherche, d'ADN étaient positives. Donc ça confirme la présence de rhodococose dans l'élevage. Donc en bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir pour, cette première partie? Concernant les signes cliniques de la rhodococose, on en a déjà parlé. Ce qu'il faut retenir, c'est, l'âge. Donc c'est entre 3 semaines et 6 mois, mais ça va être plutôt entre 1 et 4 mois pour la plupart des poulains. On peut avoir beaucoup d'infections subcliniques. Là, vous avez vu qu'il y avait quand même 6 poulains qui avaient des abcès pulmonaires, mais qui ne présentaient aucun symptôme et qui allaient très bien. Et puis on va avoir une progression qui va être très variable, avec des signes cliniques variables, avec une progression qui peut être très rapide ou, sur le long terme très insidieuse. Et la forme la plus typique, ça va être une pneumonie absédative, c'est-à-dire une pneumonie avec des abcès au niveau des poumons. Ça va être surtout sur les poulains âgés de moins de 4 mois et ça peut être associé à de la fièvre, de l'abattement, de l'anorexie, de la toux et des problèmes respiratoires comme de la dyspnée ou de la tachypnée. L'écoulement nasal, le jetage nasal, le nez qui coule, c'est plutôt rare et l'auscultation peut être variable. Pour diagnostiquer, ces types de formes typiques, on va le faire plutôt par échographie thoracique et confirmer sur le lavage trachéal avec envoi au laboratoire. Et puis comme je vous l'ai dit un petit peu là avant déjà avec le poulain qui avait de la diarrhée, on a d'autres, formes de rhodococose qu'on appelle les formes atypiques et donc là, on peut avoir différents organes qui vont être touchés.
La première, ça va être les formes digestives avec de la diarrhée ou des coliques et des pertes d'état importantes, un poulain qui va maigrir beaucoup, comme c'est le cas sur le poulain qu'on a suivi, avec une inflammation de la paroi d'intestin, donc qu'on appelle entérocolite ou typhlocolite, et puis des abcès abdominaux, éventuellement associés avec de la péritonite et des adhérences. Les adhérences, c'est quand les intestins collent entre eux. On peut avoir des formes neurologiques. Dans ces cas-là, on peut av ça va être causé par des abcès au niveau du cerveau ou des méningites, et donc on va souvent avoir des pertes d'équilibre, chutes ou des troubles du comportement associés, à une atteinte neurologique, centrale. Des formes musculo-squelettiques, donc essentiellement associées à des arthrites septiques, donc une infection par la bactérie des articulations et éventuellement de l'os avec une ostéomyélite. On peut avoir dans des cas rares plutôt une réaction immunitaire qui fait aussi des polysynovites, donc des gonflements des articulations, mais qui ne sont pas associés directement à la bactérie. Et enfin, on peut avoir des formes oculaires avec, un œil blanc, et en fait, ce qu'on va avoir, c'est une inflammation de l'œil et du pus, dans, l'œil, qu'on appelle hypopion. Et donc, pour ces, affections-là, donc ces formes atypiques, le diagnostic est souvent plus compliqué et peut nécessiter de nouvelles techniques d'imagerie. Comme ici, par exemple, en haut, vous voyez, un cas d'un poulain qui avait une boiterie postérieure assez sévère, qui avait des abcès au niveau pulmonaire, mais qui a aussi une ostéomyélite de la hanche, à ce niveau-là, observée, au scanner. Comment on va traiter ces poulains maintenant qu'on a réussi à les diagnostiquer, et comment on va pouvoir prévenir, lors des saisons prochaines, la réapparition de ces infections? Donc tout d'abord, quel traitement? Donc ça va être un antibiotique puisque c'est une bactérie, mais pas n'importe quel antibiotique parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est une bactérie spécifique qui va être intracellulaire. Donc en général, on va utiliser une association d'antibiotiques critiques qui va être un macrolide, associé habituellement avec un médicament humain qui est la rifampicine. Mais il faut bien voir que ce médicament, la rifampicine, a un usage très réglementé et on est obligé d'avoir un prélèvement pour pouvoir l'utiliser. D'où l'importance d'être sûr du diagnostic. Ce traitement, en association est très efficace, mais il faut quand même une assez longue durée puisqu'il faut environ 3 semaines pour avoir une résolution complète. Il faut faire attention de ne pas arrêter trop tôt, sinon on a des risques de récidive. Et par contre, au niveau, taux de succès associé à ce traitement, ça peut aller de 60 jusqu'à 100, en sachant que si on ne traite pas les poulains qui présentent des signes cliniques, on va avoir à peu près, 20 de survie. Donc on a quand même une belle amélioration du, taux de survie. Par contre, il faut faire très attention parce que les macrolides qui sont très efficaces contre cette bactérie, les bactéries vont développer des résistances très rapides à ces antibiotiques-là. C'est pour ça qu'on utilise une association. À l'heure actuelle, le gros problème qui se pose, hein, cette année, parce que c'était pas le cas des années précédentes, c'est que la rifampicine, le médicament humain, est en forte tension d'approvisionnement, comme beaucoup d'autres médicaments, et comme il est utilisé pour, les tuberculoses, chez l'homme, à l'heure actuelle, on ne peut plus l'utiliser en médecine vétérinaire, alors qu'avant on pouvait, on avait une dérogation. Donc on a d'autres, médicaments qui peuvent être disponibles, qui sont un tout petit peu moins efficaces, mais donc il faut vraiment être sûr du diagnostic pour mettre en place le traitement. Enfin, ce qu'il faut, savoir, c'est que les macrolides vont provoquer des effets secondaires, en particulier de l'hyperthermie, de la diarrhée et de la détresse respiratoire chez le poulain. Donc c'est rare, mais ça peut arriver, et donc il faut pouvoir le différencier d'une dégradation de la maladie. Et enfin, les adultes ne peuvent pas être traités avec ce médicament car ça provoque une dérive de flore au niveau intestinal, et ça provoque de la diarrhée, à Clostridium qui, peut être fatale, et donc il faut faire attention à la aux mères, hein, des poulains traités. Par exemple, il faut bien nettoyer la bouche des poulains, et éventuellement enlever les crottins des poulains pour, diminuer au maximum les risques, associés, à la contamination de la mère et aux effets secondaires. Enfin, je viens de vous dire que c'était compliqué ce traitement, qu'il fallait faire attention aux antibiotiques et cetera, donc quel poulain traiter? On va pas faire d'antibiothérapie préventive. En plus, il a été démontré que l'antibiothérapie préventive, elle est pas efficace, et surtout,
Ben là, vous avez vu, on a environ 80, on a 80 des poulains qui présentent des abcès pulmonaires puisqu'on a 12 poulains qui présentent, une atteinte. Mais on n'en a que 3 qui présentent des signes cliniques sévères. Donc il y en avait 2 avec des signes respiratoires et de la fièvre et puis un avec de la diarrhée, ce qui représente environ 20. Et donc on va traiter que ceux qui ont ces signes cliniques-là avec, des abcès et éventuellement, d'autres formes atypiques. Pour savoir qui on va traiter, il y a eu, dans la littérature, un système de score d'abcès qui a été développé. Donc on va additionner la taille de tous les abcès, faire une cartographie échographique des, abcès et additionner leur taille et on va, considérer qu'on va traiter si on a des signes cliniques sévères ou un score d'abcès de supérieur à 10 centimètres à l'IRM, comme vous voyez sur cette image-là et donc finalement, il a été décidé d'euthanasier le poulain. Et à l'euthanasie, on a pu observer l'abcès qui était de très grande taille. Vous voyez, il fait toute cette taille-là et il a été rempli de pus à ce niveau-là. En conclusion, le pronostic, il est bon pour les formes respiratoires typiques. Vous avez vu ici, on a eu 100 de réussite pour les poulains qui étaient malades juste avec des signes respiratoires. Par contre, il reste réservé pour les formes atypiques, comme c'était le cas ici avec le poulain qui avait de la diarrhée et un abcès abdominal. Et donc, en bilan, comment traiter la rhodococose? Bah, ça va être uniquement pour les poulains avec des signes cliniques assez sévères et un score d'abcès élevé. On va utiliser des antibiotiques critiques, donc surtout pas d'antibiothérapie préventive qui est inefficace en plus pour les poulains qui ne sont pas symptomatiques. Et enfin, on va avoir un pronostic qui est bon, sauf en cas de forme atypique. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment prévenir la rhodococose? Donc, il y a 3 niveaux de prévention dans l'élevage. On ne peut pas s'en débarrasser complètement une fois que la bactérie est dans l'élevage, parce que comme je vous l'ai dit au début, la bactérie, elle va être partout. Elle va être dans la terre, elle va être dans les prairies et on va avoir des chevaux adultes qui vont être porteurs de la bactérie. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, au niveau du poulain, le but, ça va être de maintenir une bonne immunité. Donc, par exemple, vérifier que, il y a un bon transfert de l'immunité passive avec une bonne prise de colostrum, éventuellement ajouter un plasma hypérimmune quand la prise de colostrum, n'était pas bonne et il y a des plasmas hypérimmins avec des anticorps contre Rhodococcus, qui sont commercialisés. Il faut faire un dépistage précoce de la maladie. Donc, pour les élevages endémiques, on peut aussi mettre en place des screenings échographiques sur les poulains à risque. Idéalement, isoler les poulains malades des poulains sains. C'est pas facile à faire parce que, comme vous avez vu, il y a plein de poulains qui sont totalement asymptomatiques, mais qui vont avoir la maladie. Et ce qui est important, c'est séparer les poulains selon leur classe d'âge. Comme ça, vous êtes sûr que les poulains plus vieux qui ont la maladie ne vont pas le transmettre aux poulains plus jeunes. Le deuxième niveau, ça va être au niveau de la jument. Le but, c'est déjà que la jument ait un bon état général et un bon système immunitaire. Et pour essayer de limiter au maximum l'infection du poulain, on va essayer de mettre la jument le plus tôt possible à la reproduction. Parce que comme ça, elle va pouliner en hiver et le poulain, il sera plus âgé au moment où la bactérie sera le plus active. Parce que cette bactérie-là, elle aime bien les poussières, les milieux humides, un peu chauds. Et donc, si le poulain naît en hiver, il va être plus âgé quand il sera, en mai-juin et donc moins de risque d'infection. Et puis après, il faut séparer les juments proches du poulinage parce qu'il y a certaines juments qui vont excréter la bactérie et pas d'autres. Et donc, comme ça, on essaye de pas de faire de contamination croisée. Enfin, au niveau de l'environnement, je vous ai dit, c'est une bactérie qu'on va retrouver, partout dans l'environnement. Bah, il y a 2 grosses, gestions. Il y a d'abord, on va essayer de diminuer les poussières qui sont riches en bactéries. Pour ça, on va ventiler, les écuries, essayer de bien les nettoyer et désinfecter, sortir si possible les chevaux quand on nettoie et qu'on désinfecte et puis, par exemple, d arroser les zones qui sont très poussiéreuses, comme les manèges, ou les paddocks sableux. Et puis, on peut essayer de réduire la contamination des sols en diminuant la densité de population, donc mettre moins de chevaux dessus puisque les crottins peuvent être contaminants, faisant une rotation des parcelles avec d'autres animaux, par exemple des bovins, en ramassant les crottins, en évitant les épiandages et puis après éventuellement en traitant les, prairies, mais le traitement des prairies, est un petit peu plus controversé. Donc en conclusion, quelques points à retenir.
Bah, c'est une maladie très fréquente pour les poulains de 3 semaines à 6 mois, avec 2 grandes formes, la forme typique respiratoire avec un bon pronostic et les formes atypiques, plus rares, mais avec un pronostic plus réservé. Comment les traiter? Bah, uniquement, si on a des signes cliniques et un score d'abcès élevé à l'échographie et surtout pas d'antibiothérapie préventive. Et au niveau, prévention, bah, on n'a malheureusement pas encore de vaccin commercialisé, mais on peut faire une prévention à 3 niveaux: le poulain, la jument et l'environnement. Et donc vous pouvez comprendre que la gestion d'un grand élevage comme celui-ci, ça va être un petit peu différent qu'une gestion individuelle au niveau du poulain. Voilà. Je vous remercie, pour, de m'avoir écoutée.